que selon vous, Denis Jacob, la stratégie actuelle de la place Beauvau est la bonne? Oui, on avait demandé depuis les premiers incidents du 24 novembre de revoir toute la stratégie du maintien de l'ordre qui n'était plus adaptée au type de manifestations particulièrement violentes auxquelles on était confrontés depuis lors, des manifestations de contact pour lesquelles nous n'étions pas adaptés. Le ministre de l'Intérieur a fait suite à la demande qu'on avait formulée et la technique du maintien de l'ordre a été adaptée. Alors après, on pourra en reparler sur la formation d'un certain nombre de policiers par rapport à cette nouvelle technique. Les forces de l'ordre avaient annoncé leur volonté d'aller au contact. Oui. Alors pourquoi? C'est la seule façon, selon vous, d'empêcher les Black Blocs, c'est-à-dire d'avoir plus de mobilité, plus de flexibilité, mais c'est aussi plus de répression. Alors, je ne parlerai pas de répression, je parlerai plutôt de risque physique, tant pour les policiers que pour les manifestants. Parce que dès lors qu'on est au contact, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'avoir des blessés. Et malheureusement, on l'a vu. Mais il faut aller au contact, selon vous. Oui, parce que quand vous tenez à distance, comme on l'a fait jusqu'à présent dans le cadre du maintien de l'ordre depuis des décennies des manifestants, vous n'avez pas la capacité de réactivité pour interpeller notamment les casseurs. Et l'objectif quand même de l'adaptation de ce maintien de l'ordre, c'était pas de réprimer le mouvement des Gilets jaunes, mais bien d'aller interpeller ceux qui sont venus perturber la manifestation du plus grand nombre, c'est-à-dire pacifistes, en tous les cas pour les premières semaines, puisqu'on n'est plus du tout dans le même concept de manifestation. Au début, on était dans un concept de manifestation sociale. Aujourd'hui, on constate qu'on est beaucoup plus dans un concept de manifestation politique. Regardez, en décembre, au 1er décembre, 4600 policiers et gendarmes réquisitionnés pour assurer la sécurité dans les rues de la capitale. 26 blessés, 378 gardes à vue. Ça, c'était pour le mois de décembre. Et puis, au 1er mai, donc il y a 2 jours, 7400 policiers et gendarmes. Donc, on peut le dire, c'est le nombre qui fait clairement la différence, selon vous, Denis Jacob? Alors, c'est pas la question du nombre, c'est la question dont on l'utilise, ce nombre. En fait, vous avez eu beaucoup plus de mobilisation d'effectifs, mais principalement focalisé sur le préventif. C'est-à-dire que l'objectif n'était pas d'avoir un maximum de policiers au moment même des manifestations et potentiellement les exactions auxquelles on serait confronté, mais en amont, exfiltrer le maximum de perturbateurs pour éviter justement ce qu'on avait pu connaître à l'occasion du 16 mars ou du 1er et 8 décembre. Et donc forcément, on a commencé, je rappelle, la veille du 1er mai, au soir, et pas le jour même. Donc forcément, une meilleure anticipation. Il y a une meilleure anticipation, mais une meilleure anticipation nécessite forcément plus d'effectifs. La manière d'appréhender la façon dont les Black Blocs vont évoluer, c'est ça le vrai problème? Oui, oui, tout à fait. Charles Pellegrini a tout à fait raison d'analyser la situation comme cela. On l'a vu sur d'autres mouvements antérieurs où il n'y avait pas véritablement d'appel de Black Blocs. On a eu beaucoup moins d'effectifs engagés. Avant le 16 mars, on était moitié moins. Là, on a suivi, naturellement, il y a un travail en amont aussi du renseignement territorial qui est effectué. On savait qu'il y avait des individus qui viendraient notamment potentiellement d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas. Ceux qui ont été interpellés la veille du 1er mai lourdement entre guillemets armés, puisque c'était des armes par destination, c'était 3 Espagnols qui ont été placés en garde à vue. Donc on savait qu'il y avait un potentiel de Black Blocs venant de l'étranger. Enfin, ils n'étaient pas espagnols, ils s'étaient donné des prénoms espagnols comme code. Oui, enfin, c'est pas grave. Mais enfin, ils étaient pas français. Justement, les Black Blocs, donc plus de mobilité de la part des forces de l'ordre, plus d'offensive aussi. Denis Jacob, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'excès de zèle chez les forces de l'ordre, sachant que déjà au sein de la profession, on sait que certains sont en grande souffrance, il y a un malaise au sein de la profession des forces de l'ordre avec ce nombre de suicides qui est en augmentation, on en est à 29, je crois. Est-ce que... Police et gendarmerie. Police et gendarmerie. Est-ce qu'il n'y a pas, du coup, vu que l'exaspération est très grande, un plus grand risque de dérapage? Alors les suicides, c'est un vrai problème, hein, bien évidemment. C'est une année noire par rapport aux années précédentes. On n'a jamais connu ça. Le ministre de l'Intérieur nous réunit lundi à ce propos et nous, Alternative Police, on tiendra un colloque sur le sujet le 22 mai à la Bourse du Travail de Paris. Excès de zèle, non. Mais voilà, on a vu ces images tournées le 1er mai. Voilà, qui peut se féliciter d'avoir eu des gestes inappropriés comme cela. Mais il faut recontextualiser.
Précisez de quel geste. Je parle de ces 2 vidéos concernant notamment un policier qui jette un pavé et puis un autre qui met une paire de gifles. Bon, c'est pas déontologiquement acceptable, bien évidemment. On n'est pas policier pour cela et on nous demande d'avoir le plus grand sang-froid et la plus grande maîtrise. Mais quand on est acculé, insulté, blessé, je rappelle quand même que depuis le début de la manifestation des Gilets jaunes, il y a eu certes, malheureusement, beaucoup de blessés parmi les Gilets jaunes. Des appels au suicide ? Mais il y a eu plus de 1300 policiers blessés, avec des slogans de « un policier suicidé, c'était un policier à moitié pardonné » ou « suicidez-vous ». Donc quand vous faites face à ces insultes, à ces agressions, que vous prenez des pavés du matin jusqu'au soir, et que vous avez une fatigue qui est présente, physique et morale des policiers qui sont suremployés depuis les attentats de Charlie Hebdo, avec la succession de démissions, il ne faut pas l'oublier, ça n'excuse pas les gestes, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des collègues qui craquent. Alors, quand vous observez des violences policières, comme vous venez de le faire avec ce collègue qui a jeté un pavé, l'autre qui a donné des gifles, pourquoi il n'y a pas des mises à pied immédiates pour apaiser un peu les choses? Monsieur, parce qu'on va attendre une enquête de l'IGPN. Oui, non, attends. Attendez, on va passer. Attendez, quand c'est évident, attendez, c'est pas normal de mettre des gifles. C'est pas normal de mettre des gifles. C'est pas normal de mettre des gifles à un manifestant qui est apeuré et qui est réfugié dans le Sibène. Ramasse des pavés. J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Et ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que quand c'est un policier qui commet une faute qui est inacceptable, je ne défends pas l'indéfendable, que les choses soient claires. Allez, il n'y a pas de problème. Il y a autant de vidéos qu'on veut. Mais par contre, quand le policier se prend un pavé dans la figure, comme on l'a vu il y a quelques jours, moi j'aimerais bien voir une vidéo. Pour le moment, j'en ai vu aucune. C'est quand même particulier. Ou comme cette vidéo qui fait actuelle polémique, et je pense que vous en parlerez dans les heures à venir, parce qu'elle n'a pas encore été surmédiatisée, mais je pense qu'elle va l'être comme l'histoire du pavé, où on voit un policier avec une matraque télescopique qui passe dans le dos d'une personne la matraque, et tout de suite sur les réseaux sociaux, voilà, on est en train de lui glisser la matraque dans l'anus. Non, c'est pas dans le dos, c'est dans le pantalon quand même. Non, alors c'est pas dans le pantalon justement. Alors moi je vous invite à reprendre cette vidéo et à découper image par image, parce que nous on l'a fait, et on voit que le policier essaye de passer la matraque entre le pantalon et la ceinture pour pouvoir passer la matraque entre les deux et le prendre par l'arrière pour le remettre debout, parce que la personne est au sol, il ne veut pas se relever, on n'arrive pas à le dégager. Vous voyez d'ailleurs un cordon de policiers autour justement pour éviter que d'autres personnes empêchent l'interpellation, et donc on essaye de le remettre debout en passant la matraque, et tout de suite on voit sur les réseaux sociaux que c'est soi-disant une tentative de viol. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Oui, mais alors attendez, expliquez-moi pourquoi le commandant Andrieux, qui a pris des manifestants comme des punching balls, il est toujours pas inquiété. Il y a 2 poids 2 mesures. Non, mais il y a des enquêtes pour tout ça, oui, mais attendez. Veulent. Non, parce que là, je vais tout de suite après ce débat, je vais me rendre au palais de justice pour aller défendre un garçon de 23 ans qui est accusé d'avoir violé une interdiction de manifester pour le 1er mai, qui est pour moi une fête du travail. Bon, c'est une chose, c'est mon problème avec la justice. Bon, oui, mais il n'était pas violent, il n'était pas du tout violent. C'est un garçon qui est en souffrance sociale, et je comprends tout à fait. Et que ça ne justifie pas tout non plus. Ça ne justifie pas tout, mais il n'était pas un black bloc ni quelqu'un de violent. Et pourtant, il a fait plus de 24 heures de garde à vue, et c'est un garçon qui est en souffrance sociale. Et il n'y a pas de réponse politique à toutes ces demandes. Et vous êtes pris aussi en otage. Et vous savez très bien qu'on a besoin d'une réponse politique, et qu'on joue sur un pourrissement. On joue sur un pourrissement de la situation en attendant le drame pour accuser d'une manière radicale soit le mouvement des Gilets jaunes, ou vous mettre, vous, dans une difficulté terrible. En 5 mois, on ne peut pas dire que la police a mal fait son travail. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu une seule personne décédée sous les coups de la police.